Alors, je vais commencer par un petit croquis que vous connaissez en général jusque-là sur l'explication de l'économie circulaire et pourquoi on parle de régénérativité ou de économie circulaire à impact positif, qui est aussi une manière de le voir. On sait que l'économie linéaire, c'est tout foutre à la poubelle, si je peux résumer comme ça assez vite après avoir extrait, utilisé et jeté. L'économie du recyclage, avec laquelle l'économie circulaire est, à mon goût, trop souvent confondue. On pense que quand on fait du recyclage, on fait l'économie circulaire. Ça fait partie d'eux, mais ce n'est pas ça l'économie circulaire. Parce qu'on termine toujours avec du déchet. Économie circulaire, l'idée est de utiliser la matière, mais pas la gaspiller. Et l'économie circulaire, pour moi, elle porte mal son nom. Je le dis depuis le début que je travaille avec les auteurs de Cradle to Cradle et Michael Bondgart et William McDonough de Cradle to Cradle, qui est à l'origine de l'économie circulaire. Parce qu'en fait, l'économie circulaire, si elle est simplement circulaire, elle tourne en rond, en fait, il faut qu'elle produise quelque chose. Parce que le fait de tourner, il faut quelque part l'alimenter pour le faire fonctionner. Et c'est pour ça qu'on est venu avec ce concept, déjà il y a pas mal d'années, qu'on développe aujourd'hui chez GoPro, d'avoir des impacts positifs à tous les niveaux. On a parlé du niveau économique, on a parlé des matériaux, de pouvoir récupérer les matériaux, mais c'est aussi l'eau, c'est aussi l'emploi, c'est le social, c'est la qualité de l'air, etc. Et on va avoir ça. Alors, pendant qu'on réduit l'impact négatif sur l'environnement que nous avons et dont on est tous aujourd'hui vraiment très très conscients, ou en tout cas je l'espère, pendant la réduction de l'impact négatif qu'on doit continuer à faire, tendre vers zéro, il faut en même temps optimiser l'impact positif. Et l'impact positif, je ne vais pas le relire ici, mais c'est à la fois innover, créer de nouveaux modèles, créer des valeurs, créer des emplois locaux, produire des euros et capturer le carbone. C'est pas simplement produire moins de carbone, c'est aussi le capturer. Et ici, on va voir aussi qu'on va essayer de produire moins de carbone. Alors j'aime bien cette illustration qui vient de Cradle to Cradle, justement, c'est le fait que l'arbre il est beaucoup plus malin que nous. Il nettoie l'air, il récolte l'eau, il crée de l'habitat pour les autres espèces, il fait de l'évaporation, il fait de l'ombre, il fait de la ventilation naturelle avec son feuillage, il crée un microclimat, des métabolismes. Il crée de la nourriture, il nettoie l'eau, il amende les sols. Qu'est-ce qu'on veut de plus dans l'architecture, dans la construction, dans le développement immobilier? Alors en fait, si on le traduit dans tous les métiers, notamment autour de la construction, et pas que, la construction finalement c'est l'urbain, et l'urbain c'est tout. Hein. Ce qu'on porte ici, etc., c'est aussi fait dans des bâtiments qui sont dans l'urbain, avec des gens qui travaillent, qui prennent le métro, etc. Donc le développement urbain finalement est responsable pour tout ça. Donc on a des grosses responsabilités. Et donc, de nouveau, je ne vais pas le lire, mais vous voyez que ceci correspond aussi à des technologies, qu'elles soient high-tech ou low-tech, qui existent. On sait comment faire l'arbre. On ne peut pas faire tout à la fois dans un bâtiment, mais on peut aller dans ce sens-là. En tout cas, que ce soit un îlot, un bâtiment, un îlot, un quartier, ou une ville, ou une métropole, finalement, on peut aussi bien faire de la ventilation naturelle, de la protection solaire, produire de l'énergie renouvelable et tous ces éléments-là. Et donc, ça veut dire que quand on touche à l'économie circulaire, on va toucher à tous ces domaines. Et pourquoi? Mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, on a perdu des valeurs plutôt que d'avoir de la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'on fait de la démolition prématurée de structures, de bâtiments qui sont plus adaptés. On le voit notamment avec les hôpitaux. Alors, un hôpital, je comprends qu'il faille changer les choses et qu'il faille réorganiser les choses, mais pourquoi est-ce que le bâtiment lui-même ne peut pas être en partie réutilisable, etc. Si on l'avait pensé avant, c'est plutôt utile. C'est la sous-utilisation d'espace. On voit bien que le site d'Accourt a été laissé vide pendant très très longtemps, pollué, dépollué, etc. C'est pas en région wallonne qu'on manque de sites industriels qui sont certainement pas à Liège, qui sont abandonnés. Donc c'est finalement une perte de valeur pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et puis il y a la dépréciation des matériaux. On jette tout, ou quasiment tout. Alors aujourd'hui, on jette plus rien. Hein. On dit que dans la construction, on recycle 99% des matériaux parce qu'en fait, on peut plus les jeter, il n'y a plus de place pour les jeter. Je
contesterait peut-être le chiffre de 99%, mais la grande majorité, c'est ce qu'on appelle du downcycling ou du sous-cyclage, c'est-à-dire de la perte de valeur des matériaux. Alors quand on dit qu'on recycle du béton pour le mettre sous les routes, c'est très bien, mais une fois qu'il est sous la route, on ne peut plus en refaire autre chose, et donc il a perdu sa valeur d'origine de bon béton, etc. Donc ce sont des choses qui sont nécessaires, mais qu'il faut pouvoir travailler. Et donc, to cut a long story short, voilà, je vais essayer d'apporter les solutions, vous excuserez les textes en anglais, qui sont en fait de faire des bâtiments flexibles, des cycles continus des matériaux, de dessiner les bâtiments pour que la maintenance et la reconstruction, la transformation puissent être faciles, que les bâtiments soient agiles, puissent changer d'usage. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire des hangars dans lesquels on peut tout faire, ça veut dire qu'on fait des bâtiments, quand on les dessine, soit en tant qu'architecte ou constructeur ou développeur, se dire, tiens, si on met la cage d'ascenseur au bon endroit, peut-être que ces bureaux, on pourra facilement en faire des logements, ou bien vice-versa, c'est plus rare. Et puis d'intégrer tout ça dans des infrastructures qui sont communes, les réseaux. On parle aujourd'hui de micro-réseaux, on parle de réseaux d'énergie, de géothermie, de toutes sortes de solutions qui sont nécessaires. Alors très récemment, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il y a un point ici qui est important, c'est cette zone rose ici. C'est la taxonomie européenne qui finalement explique qu'il faut faire énormément d'efforts et qui se retrouve notamment dans le Carbon Risk Assessment and Management, qui veut dire que si aujourd'hui un bâtiment produit, et ce n'est uniquement à l'usage, produit autant de carbone, mais sur la ligne, la courbe des accords de Paris qui doit tendre vers zéro en 2050, il y a un moment où le bâtiment devient obsolète. Ça veut dire stranding. En fait, le bâtiment commence vraiment à perdre de la valeur. Non seulement il perd de la valeur parce que ça devient difficile à vendre et à utiliser de manière économique, mais parce qu'il risque d'y avoir des taxes carbone qui viennent dessus. Et ça, c'est un levier aujourd'hui que les acteurs de la construction, le politique, etc., utilisent pour essayer d'aller de l'avant. Une vision holistique, nous l'avons trouvée, alors on en a parlé tout à l'heure, Elonis en a parlé tout à l'heure, des Nations Unies qui ont établi des règles qui sont très très générales, des règles qui ont induit des certifications aussi dans le domaine du bâtiment. Vous les connaissez toutes, il y en a d'autres, j'ai pris les principales ici, et qui ont eu comme mauvais effet pendant longtemps de simplement mesurer la capacité ou la performance d'un bâtiment. Et on disait, ben voilà, il faut monter à un tel niveau. Et puis une fois qu'on était monté à ce niveau-là, ça a été le début des HQE en France et des différentes réglementations et différentes certifications. On nous a dit, ben, une fois, moi j'ai travaillé comme architecte dans ce domaine-là, une fois qu'on avait atteint un certain niveau, c'est bon, on ne fait pas plus. Ce que nous conseillons aujourd'hui, c'est de commencer par la vision. Et la vision, c'est ce dont on parle maintenant, c'est-à-dire d'avoir une vision systémique et holistique de tous les points qui sont finalement repris dans les objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors on l'a traduit, je vais aller très vite, on l'a traduit dans les certifications BREEAM, je ne vais pas aller dans le détail, mais elles sont forcément basées aussi sur ces éléments-là où on les retrouve toutes. La notion d'économie circulaire, vue par la taxonomie européenne, elle est isolée quelque part dans le système, mais elle se retrouve à tous les niveaux, de nouveau, si on regarde ça de manière systémique. Alors le but de ce que nous faisons, c'est aujourd'hui essayer de ramener ces objectifs de développement durable à la construction, au développement urbain, avec des choses qui sont plus précises, on va dire, et qui s'adaptent plus au contexte. Et on en a fait un diagramme. Et là, c'est là qu'on vient avec la notion de régénératrice. C'est que, en fait, si on prend tous ces points, vous voyez qu'on parle d'économie circulaire, il y a seulement un point qui parle des matériaux, tout le reste parle de tous les autres points des objectifs de développement durable traduits tels qu'on l'a fait. Il ne faut pas le prendre comme une checklist, il faut le prendre comme une manière de voir les choses. C'est-à-dire que si je regarde ce diagramme, si je regarde n'importe quel des points, mais il va avoir une influence sur les autres. Si je pousse plus fort sur les énergies renouvelables, ben, je vais peut-être pousser moins fort sur la biodiversité ou moins fort sur la récolte des eaux, etc. Et donc, c'est d'essayer de trouver une balance à travers tout ça. Alors, pourquoi j'explique ça?
Mais c'est parce que ça nous amène à un tas de domaines. Alors, on les connaît, et Luc ira plus loin dans le détail, mais c'est la notion de cycle biologique et des matériaux qui sont soit géo- ou biosourcés, qu'on peut réutiliser finalement, si possible, à l'infini, et produire bas carbone également, capturer du carbone. Les matériaux sains, et sains, c'est important parce que la santé est un des éléments principaux dans la construction aujourd'hui, on s'en rend compte enfin. Ce sont les cycles des matières minérales. Là, on a parlé de Wallonia Mineral Valley, je pense qu'elle porte bien son nom. On peut parler tout à l'heure avec notre voisin du verre ici sur la notion des cycles du verre. Tout le monde fait des recherches dans ce domaine-là et David et Elodie ont parlé du béton et des traitements de l'eau, etc. Je l'ai pris comme exemple ici, où il y a moyen effectivement aujourd'hui d'être de plus en plus intelligent sur la récupération du béton. Il y a le fait de créer des matériaux sains et des assemblages. David a parlé d'industrialisation et de préfabrication ou de construction. Il y a une notion entre préfabrication et industrialisation. Industrialisation, c'est faire comme avec les voitures. C'est avoir des pièces standards qu'on peut mettre dans les bâtiments, etc. Alors, les architectes se rebiffent parfois contre ça. Il ne faut pas. Quand vous dessinez un bâtiment, on va dessiner plein de fois la même chose, mais différemment, et on va finir avec plein de détails différents dans chaque projet. Alors que si on partait de certains éléments comme un ascenseur, un ascenseur, c'est industrialisé, on va l'utiliser tel quel. Alors, ça permet aussi d'économiser énormément de matière et donc de carbone, et ça permet aussi de trouver des manières de réutiliser des éléments qu'on peut diviser. Moi, je travaille sur des projets aujourd'hui où il est difficile de séparer les briques après les années 60, qui ont été posées après les années 60. Avant, c'est très facile de les réutiliser parce qu'il y avait beaucoup de chaux et on pouvait les séparer. Aujourd'hui, c'est presque impossible, il faut couper des murs entiers ou casser ou tout casser. Donc ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé. David a parlé du traitement de l'eau important chez Éloi. Le traitement de l'eau, c'est aussi le paysage, c'est aussi la biodiversité, c'est aussi la santé, c'est aussi une manière de récupérer les nutriments qu'il y a dans l'eau et d'en faire quelque chose, que ce soit dans l'agriculture, dans l'amendement des sols, etc., surtout dans des zones en friche. Alors sur l'air et le climat, j'ai pris l'exemple ici de matériaux sains qu'on peut utiliser, de murs et de bâtiments qui respirent littéralement et qui contrôlent à la fois l'hygrométrie et la qualité de l'air, avec des matériaux qui sont carbone négatifs très souvent, mais aussi le contrôle du climat extérieur, les phénomènes d'îlots de chaleur, et aussi la capacité de gérer la qualité de l'air avec des êtres vivants, avec des bactéries, comme on peut le faire dans l'eau également, c'est de traiter l'air, mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Production biosourcée, alors est-ce que c'est encore de la construction? Oui, quelque part. Si on récupère des matériaux de l'agriculture aux environs et qu'on utilise pour faire des éléments différents qui ont des vies courtes, etc. C'est la ferme urbaine que j'ai créée à Bruxelles, la ferme Big Ferme Aquaponique. C'est l'agriculture urbaine, sont tous ces éléments-là. Mais en fait, ça pourrait très bien se retrouver sur le site d'Acour aussi. Pas la ferme urbaine, mais peut-être l'équipement et la possibilité d'eux, et ce sont des choses qui marchent. Production de biodiversité, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est une véritable nécessité. La biodiversité urbaine est essentielle. Production d'énergie renouvelable, alors ça c'est le plus facile. C'est le plus facile si on le prend séparément, mais si on commence à voir ce qu'un panneau photovoltaïque peut faire, il peut produire de l'électricité, il peut produire de la chaleur, il peut faire de l'ombre, il peut devenir une pièce du bâtiment, il peut aussi récolter l'eau propre pour le bâtiment, etc., etc., etc. La systémique permet, je donne cet exemple-là, la systémique permet de donner plusieurs fonctions à un seul élément, qui au départ n'est pas forcément rentable, ou on va dire qu'il a une rentabilité sur 6-7 ans. S'il produit d'autres fonctions et d'autres atouts, finalement, ce n'est pas comme une lasagne de matériaux qu'on a ajouté, qu'on devra démolir et démonter un jour. Ça fait partie de tout un système efficace. Alors, une des discussions que nous avons eues avec Éloi sur le sujet de Acour était basée sur une expérience que BoPro a sur un projet, lui, un peu plus grand. Il est 4-5 fois plus grand que celui d'Acour, 100 fois plus pollué, puisqu'il était pollué avec du pétrole qui est à Anvers de long. Alors on reconnaît voie d'eau, c'est l'ESCO dans ce cas-ci, on n'a pas un bokeh comme à Acour, mais aussi la notion d'avoir
finalement des partenariats publics-privés, la mise en place de chartes et de développement. Alors, j'ai parlé trop longtemps, mais je voudrais juste laisser cette image-là. Vous reconnaissez le site d'Accour. Si on a toutes les capacités qu'on a trouvées autour de l'arbre dans le domaine de la construction, c'est presque infini ce qu'on peut faire sur un site comme Accour. Et on peut travailler aussi bien dans la capture du CO2, dans la production d'hydrogène, dans la capture d'énergie, la chimie verte, ce qu'on fait beaucoup sur le projet d'Anvers, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est logistique urbaine, tout ce qui est autour de l'eau, tout ce qui est l'administration, tout ça, le secteur du bois, et j'en passe et j'en passe. Merci beaucoup.